Bien, alors vous avez entre 10 minutes et un quart d'heure chacun pour qu'il y ait un bon quart d'heure de débat avec la salle. Donc on va commencer peut-être par l'écologie et Monsieur le Pertuis, cher Christian, si tu veux bien prendre la parole, on s'autorise à enlever le masque à la tribune parce que sinon c'est franchement très désagréable pour parler. Je reste ici, hein. Oui, ou tu peux aller là-bas. Non, moi je suis très bien là. C'est comme tu veux. Non, un samedi après-midi, ça fait du bien de causer assis, hein. Ça repose un peu de la semaine. Donc merci beaucoup pour cette invitation. J'ai beaucoup apprécié les deux mots que tu as prononcés, hein. Il faut effectivement éviter deux écueils. L'écueil du désespoir, hein, ou de la désespérance, hein, qui est souvent relayé par une sorte de catastrophisme usant, hein, on va dire. Bon. Et je trouve que la façon dont on a présenté la COP26 à Glasgow a parfois alimenté, hein, cette vision catastrophiste. Bon. De l'autre côté, évidemment, le déni reste, malgré l'incroyable information qui nous arrive sur les questions climatiques, un ferment très dangereux dans notre société. Et ce déni, je crois, il est un peu en train de changer de forme. C'est-à-dire que l'ère un peu des allègres, hein, qui faisaient un déni absolu du changement climatique est un peu révolu, mais il y a une forme beaucoup plus vicieuse de déni qui parfois s'installe dans la société, qui peut être soit du mouvement conspirationniste, mais plus grave, je crois, la façon dont on peut relativiser, hein, certains dégâts, certains risques. Voilà. Alors, la question, c'est un peu l'urgence écologique. Bon, moi, je vais centrer mon propos sur le climat, hein, qui est quand même ma tasse de thé quotidienne, mais de plus en plus, on ne peut plus guère parler, vous allez voir, du climat sans évoquer la biodiversité. Il y a 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est juste un rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas en tête exactement l'état du compteur, hein, qui a été remis à jour par le 6e rapport du GIEC, hein, publié en août dernier. Je rappelle que ce rapport du GIEC, hein, fait régulièrement l'état des connaissances et des bases scientifiques, hein, sur le réchauffement climatique. Il y a une grandeur dont il faut avoir un peu l'idée en tête, c'est le budget carbone global qui nous reste devant nous pour nous mettre sur des trajectoires de réchauffement climatique. Je vais essayer de ne pas alimenter le catastrophisme, mais quand même, il faut regarder les choses telles qu'elles nous sont dites par la science, pour nous mettre sur une trajectoire de l'ordre de 1,5 degré. Il nous reste moins de 10 ans en termes de consommation du budget carbone, 10 ans du niveau des émissions de 2019. Ça veut dire que Et pour 2 degrés, il nous reste un petit peu plus de 20 ans. Voyez-vous, ça veut dire que si on ne fait pas très vite cette rupture au niveau mondial sur les émissions de CO2, on s'éloigne vraiment de la possibilité d'une stabilisation du climat à des niveaux qui limitent les risques. Alors pour ensuite être plus précis dans qu'est-ce que ça implique et quelles sont les implications politiques, hein, sur cette urgence, vous savez que de plus en plus les questions climatiques sont posées en termes de neutralité. Et ce terme de neutralité est extrêmement dangereux parce que souvent il est mal interprété, notamment dans le monde des entreprises. On imagine la neutralité comme on se paye quelques achats de crédits de compensation et on obtient facilement la neutralité. Non. La neutralité climat, et pas la neutralité carbone, la neutralité climat, hein, c'est une situation globale dans laquelle on va équilibrer le flux de gaz à effet de serre qui rentre dans l'atmosphère et le flux de gaz à effet de serre qui quitte l'atmosphère.
C'est pour ça que cet objectif de neutralité est fondamental, c'est parce que c'est lui qui permet de stabiliser le stock. Et c'est le stock de gaz à effet de serre qui produit le réchauffement, ce n'est pas nos émissions annuelles. Donc cet objectif de neutralité dont tout le monde parle aujourd'hui, il est absolument fondamental parce que tant qu'on ne l'a pas atteint au plan global, la planète va continuer de réchauffer. Alors, je crois que les deux urgences pour viser cette neutralité climat sont les suivantes, et ce seront le deuxième et troisième point de mon propos. Le deuxième point, c'est que si on veut arriver à la neutralité en 2050, la première des choses à faire, c'est évidemment de totalement modifier le système énergétique, qui fonctionne encore aujourd'hui avec à peu près 80% de sources fossiles. Et donc, il faut raccorder cette vision de long terme à des contraintes et des objectifs politiques de plus court terme. Et il faut veiller que nos objectifs à 2030 soient compatibles avec véritablement une neutralité qu'il faudra atteindre, si possible, dès 2050 au plan global. Et ça pose des questions très concrètes. Il y en a une que j'ai plaisir de soulever devant ma voisine de droite. C'est le problème que en France, notre programmation pluriannuelle de l'énergie ne répond pas à cette question. C'est son grand côté caché, puisqu'on sait qu'il va falloir électrifier un certain nombre d'usages, et on sait qu'une grande partie de notre parc de production électrique décarboné actuel, qui est le parc nucléaire, va devoir être renouvelé. Alors, l'échéance, il faut prendre les décisions dès 2024 et 2025 pour voir comment est-ce qu'on va décarboner après 2030 jusqu'en 2050. Et cette question, je crois, est aujourd'hui extraordinairement mal posée et mal débattue, avec des bribes d'informations et surtout beaucoup de, ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup de convictions, d'idéologie. Donc je crois que ce point est très important. C'est très spécifique au cas français, mais il faut quand même voir comment les urgences globales se traduisent dans nos choix nationaux. Et puis le deuxième volet de la neutralité sera mon dernier point, et je crois l'énorme angle mort des politiques climatiques à l'heure actuelle. Ça a été également un énorme angle mort à la COP de Glasgow. Si on veut viser la neutralité climat, il ne suffit pas d'agir sur le système énergétique, il faut s'occuper de ce que j'appelle le carbone vivant, à savoir les émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui sont issues du secteur agricole. De très loin dans le monde, en Europe et en France, le premier émetteur de méthane et de protoxyde d'azote. Et il faut s'occuper du rôle de l'agriculture et du système alimentaire par rapport à la déforestation, qui est également une source immense à l'heure actuelle sous les tropiques de rejet de CO2. Il faut également s'occuper des modes, des techniques agricoles qui peuvent, suivant les options qui sont prises, soit stocker, soit déstocker du CO2 dans les sols. L'ensemble de cette problématique du carbone vivant, sur laquelle l'agriculture est le pivot et qui est très fortement, directement rattaché à ce qu'on appelle l'agroécologie, la sécurité alimentaire, ça représente à peu près 25% des rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de marche vers la neutralité carbone sans une transformation du système agroforestier dont l'ampleur est aussi importante, aussi grande que la transformation du système énergétique, la transition énergétique. Et je crois que sur ce volet agroécologique, on est extraordinairement en retard. Et je termine en donnant une illustration nationale. Prenez notre stratégie nationale bas carbone. On prévoit à l'horizon 2050 plus que le doublement du puits de carbone. Mais demandez aux concepteurs de cette stratégie nationale bas carbone quelles sont les mesures à mettre en place pour plus que doubler le puits de carbone national. Vous verrez que vous n'aurez pas beaucoup de réponses parce que depuis 10 ans, ce puits de carbone forestier se réduit. Et en réalité, je pense qu'on a utilisé cette variable comme une variable d'ajustement. Vous savez,
comme lorsqu'on fait des équilibres emploi-ressources en comptabilité nationale, hein, il y a toujours une ligne d'ajustement. En général, c'est les stocks. Variation de stock. Et je pense qu'il y a l'enjeu pour notre pays, pour la planète, d'intégrer le carbone vivant, les systèmes agricoles dans la stratégie de neutralité carbone me paraît majeur et totalement sous-estimé aujourd'hui. Merci de votre attention et merci encore de ton invitation. Ce qui est formidable avec Christian de Pertuis, c'est que c'est toujours d'une clarté, d'une concision et d'une pédagogie extrême. Et avec les points qui sont vraiment les plus importants et avec généralement quelques longueurs d'avance sur les autres. C'est toi le premier qui m'a parlé, par exemple, de la question du désinvestissement du carbone. Voilà, qui est un sujet extrêmement important. Là, aujourd'hui, tu mets l'accent, à juste titre, hein, sur la question de la déforestation des puits de carbone et de l'agriculture. Quand on sait, mais on parlera peut-être ça dans la table ronde politique tout à l'heure, la place du monde agricole dans les choix politiques français, on peut avoir quelques inquiétudes. En tout cas, un grand merci. Je passe la parole au professeur Alain Grimfeld, ancien président du Conseil national d'éthique, pour qu'il nous parle un peu de la situation sanitaire. Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Corinne Lepage. Merci beaucoup, Corinne, de m'avoir convié à participer à cet entretien. Alors, avant de situer la problématique et de proposer très modestement et de manière la plus humble possible certaines solutions, en tout cas des pistes pour améliorer la situation, je voudrais qu'on s'entende bien sur... mais je n'aurai rien à vous apprendre. Simplement, c'est trop près, comme ça. Vous entendez ? Non, parce qu'on m'a enseigné à toujours mettre le micro sur le menton pour pas... C'est pour ça que... Vous m'entendez ? Voilà, d'accord. Je suis un garçon très obéissant. Donc c'est pour ça que voilà, j'adopte cette attitude. Donc, avant toute discussion, j'ai vraiment le soin de mettre en place un minimum de sémantique en ce qui concerne les termes employés, pour qu'on s'entende bien avant justement la discussion d'une part, en termes d'agitation d'idées, et ensuite avant tout débat en ce qui concerne ponctuellement la discussion précise sur un sujet précis. Donc pour moi, l'écologie, c'est comme pour vous, l'étude du vivant dans son milieu, et c'est, étant donné cette acception, l'étude du vivant dans son milieu, c'est le retentissement de l'absence d'études ou d'études correctes du vivant dans son milieu qui peut aboutir, et je vous dirai sur quoi je m'appuie, à des dommages sur la santé publique, sur la biodiversité. Alors je m'appuie sur, ne me prenez pas pour un vieux bougon qui fait état de ses expériences, et puis donc après ça, il n'y a plus qu'à tirer le rideau, on n'aura plus à discuter, non. Non, simplement pour vous situer les choses, je m'appuie sur une expérience de plusieurs dizaines d'années comme professeur de pédiatrie à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau à Paris, où j'étais spécialiste des maladies respiratoires et de l'allergie, comme j'ai dit à certains de mes collègues. Donc je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à l'impact de l'environnement sur la santé des enfants. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'expérience que j'ai eue depuis 1996 comme président du comité de la prévention et de la précaution qu'a créé Corinne Lepage quand elle était ministre par arrêté ministériel, dont je suis resté président, non pas parce que, comme je l'ai dit aussi à mes collègues, parce que je suis pour les présidences à vie, surtout pas, mais parce que mes collègues successifs m'ont dit « t'es bien là, Alain, ça se passe bien ». Donc tu restes là. Donc, je suis plus un animateur, un modérateur dans ce comité qui a quand même produit un document par an depuis 25 ans et le dernier qui va être produit prochainement, qui est assez gros, est santé publique et environnement numérique.
Donc, j'en entrerai pas, à moins que vous me posiez des questions sur ce sujet très particulier, très ample, immense. Hein. On a beaucoup travaillé pendant 2-3 ans cette fois-ci sur santé publique et environnement numérique, mais je vais revenir donc à des notions beaucoup plus simples sur lesquelles je vais m'appuyer, qui sont, après l'acception de l'écologie, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important, sur la santé, m'appuyer sur la définition de la santé de l'OMS depuis 1946, qui est, je cite, un état de complet bien-être physique, vous connaissez ça parfaitement, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et si on étend ce concept de santé selon la définition de l'OMS, qui n'a pas changé depuis 1946, on peut adopter le triptyque, la santé c'est l'absence de maladie, mais c'est aussi l'accession au bien-être, et c'est aussi l'épanouissement de la personne. On le vit actuellement quotidiennement avec la pandémie de Covid. On s'est bien rendu compte que ce qui est tout à fait important, c'est de rétablir la santé des populations, mais ce dont on doit tenir compte aussi, c'est quel est le bien-être ou le mal-être des populations atteintes par la Covid, et quelle est, dans ce cadre-là, la capacité ou non de poursuite de l'épanouissement de la personne, et notamment chez les plus jeunes, mais pas uniquement, également dans le milieu professionnel chez les adultes. Et précisément, quand on parle de santé publique, c'est l'acceptation de cette définition en termes de santé, pas seulement absence de maladie, mais aussi accession au bien-être et épanouissement de la personne, et c'est à un niveau collectif, cette fois-ci, non seulement en termes de prise de décision, mais aussi comme participant à cette santé. Est-ce qu'on accepte ou non d'être collectivement d'accord sur des mesures à prendre pour rétablir la santé individuelle et des populations? Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Est-ce qu'on est d'accord aussi sur les actions à mener en type de personnes, de groupes populationnels pour aboutir à cette situation? Dans ce cadre-là, intervient aussi, et donc moi j'attends vraiment les questions et les entretiens, la biodiversité. La biodiversité, on en parle beaucoup, il faut aussi s'entendre sur ce qu'est la biodiversité, nous sommes bien d'accord, la diversité des espèces vivantes, micro-organismes, végétaux, animaux présentes dans un milieu, et la diversité biologique actuelle est la résultante de la longue et lente évolution du monde vivant sur la planète depuis 3,5 milliards d'années. Et par extension, là aussi, quand on parle d'équilibre de la biodiversité, on parle de régulation combinatoire entre les diverses espèces, variétés vivantes, végétales, animales, autres que l'homme et espèces humaines, pour qu'effectivement, respectant la vie, on assiste à la poursuite du maintien de cette vie, de cette santé et de cette santé publique, collective. Donc, moi je suis peut-être obsessionnel, mais je suis très attaché à l'acceptation ou non de ces concepts, définitions, avant de débuter une discussion. Sinon, c'est la babélisation de la discussion, c'est le chaos verbiage par lequel on aboutit à rien, notamment en termes de décision. Je voudrais insister sur un dernier élément aussi qui va intervenir dans la conception qu'on peut avoir de l'évolution des espèces vivantes dans leur ensemble sur la santé, et notamment la santé humaine, c'est la notion qui existe depuis plus d'un siècle de One Health, que beaucoup connaissent ici. C'est une santé, une seule santé. L'espèce humaine n'est pas dégagée de ses responsabilités vis-à-vis du reste du vivant. Beaucoup ne comprennent pas ça. On a entendu de par le passé, dans les bouches les plus prestigieuses, l'être humain est capable de dominer la nature, par exemple. Mais le sujet n'est pas là. Non seulement il n'est pas question de dominer la nature, mais il est question de faire avec l'ensemble du vivant pour que très égoïstement, l'espèce humaine puisse continuer à survivre et dans de bonnes conditions. Et j'ajouterai simplement, avant de débuter la discussion, si vous voulez, et de voir comment, alors j'appréhende, et je me fais très modestement le porte-parole, j'ai pas de mandat pour ça, hein.
d'un certain nombre de groupes avec lesquels je travaille. Donc, avant de me faire, d'estimer être le porte-parole, parler et envisager deux autres aspects que sont d'une part l'environnement en soi et les solutions qu'on peut apporter. En ce qui me concerne, je considère l'environnement selon trois aspects. L'environnement de proximité, qui est vécu à l'intérieur des territoires, même à l'intérieur de la France. Dans les régions, l'environnement n'est pas le même selon les régions françaises, qui sont des petites surfaces relativement à l'ensemble du globe. J'envisage l'environnement comme il a été dit, et je n'interférerai évidemment pas sur ce qui vient d'être dit sur le climat, mais en ce qui concerne le climat précisément, où là la responsabilité est globale au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire mondiale. On ne peut pas, je parle sous le contrôle de mon collègue précédent, on ne peut pas estimer avoir la prétention de gouverner, de modifier et d'améliorer les conditions climatiques si on intervient uniquement pour forcer le trait au plan régional. Et le troisième environnement auquel je m'attache, c'est l'environnement trans-environnemental précisément. Pardonnez ce néologisme, vous l'acceptez ou non, et je m'explique. Ce qu'on vit actuellement en ce qui concerne la pandémie de Covid-19, c'est véritablement un environnement trans-environnemental. On l'a vécu aussi après la catastrophe de Tchernobyl. Certains ont dit le nuage radioactif s'arrête aux frontières. Il ne faut pas prendre les populations pour une assemblée de crétins quand même, c'est pas bien de faire ça. Et je parle sous des termes un petit peu légers comme ça, de manière extrêmement sérieuse. Combien de cancers, notamment de la thyroïde, mais pas uniquement, sont survenus après la contamination par le nuage de Tchernobyl, et notamment dans la région niçoise? Combien? Combien de leucémies? Et j'en parle parce que je l'ai vécu au plan familial, chez des personnes peut-être prédisposées au plan oncogénique, peut-être, génétiquement prédisposées, mais quand même, sont intervenus comme des facteurs déterminants dans la survenue de leucémie aiguë. Non, ce domaine trans-environnemental en ce qui concerne la propagation de certains dangers dans l'espèce humaine me paraît absolument essentiel. Et je termine à titre de préambule en disant que les solutions ne peuvent pas être apportées globalement comme ça. On ne peut pas dire je me préoccupe de l'écologie et par conséquent je fais le bien autour de moi, au plan global et notamment climatique, et troisièmement au plan trans-environnemental, notamment en ce qui concerne la propagation du virus responsable de la Covid-19. Je vous remercie. Merci Alain. Parce que dans les propos que tu viens de tenir, cette notion de trans-environnemental que je ne connaissais pas, je dois l'avouer, est quand même extrêmement intéressante. Parce que tu évoques les questions transgénérationnelles aussi, les questions de mutation génétique, indirectement les questions d'épigénétique, toute une série de sujets qui sont complètement sur la table et sur lesquels finalement, il me semble, sans m'avancer parce que ce n'est pas mon domaine de compétences, que nous avons vraiment beaucoup à apprendre. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de questions de la salle tout à l'heure. Alors je vais me tourner maintenant vers monsieur le professeur Aubin, si vous voulez bien intervenir sur la question de l'éducation et de la manière dont les valeurs républicaines sont mises à mal aujourd'hui, malheureusement, dans l'école publique. Si vous préférez être à la tribune ou... Non, c'est bien. Vous avez votre micro. Oui, vous m'entendez? Alors, je vais parler d'éducation sous un angle très particulier, mais en lien avec notre préoccupation commune, qui est celle de l'urgence républicaine. S'il y a un domaine en éducation et à l'école, dans l'éducation nationale notamment, qui est aujourd'hui en danger du fait d'interventions extérieures, d'une idéologie politique, c'est bien cette question de l'islamisme. Et je donnerai quelques chiffres pour vous montrer l'urgence de traiter cette question et la difficulté de le faire en même temps. On est tous sous le coup encore de l'assassinat du professeur Samuel Paty, il y a un peu plus d'1 an.
Et lorsqu'on examine les circonstances de cet assassinat, on a un certain nombre d'indices de ce qu'est la pénétration de l'islamisme à l'école aujourd'hui, tant du côté des usagers que du côté de l'institution. Vous savez que l'auteur, qui était extérieur à l'éducation nationale, a été conduit à ce crime par un certain nombre d'acteurs internes au collège, et en particulier une jeune fille, puis ensuite une petite dizaine de collégiens qui ont désigné la cible moyennant rémunération, et puis des parents, et puis une personne amenée par des parents qui s'est révélé un prédicateur intégriste. Du côté de l'institution, on est frappé aussi par les manquements qu'a fait apparaître l'enquête de l'inspection générale. Ce que j'appelle l'idéologie du dialogue. J'ai vu les méfaits, par exemple, en tant que président du jury de concours de personnel de direction, des chefs d'établissement, où, quelle que soit la situation présentée au candidat, invariablement, il répondait « il faut dialoguer ». Voilà. Il y a un petit larcin, il faut dialoguer avec l'auteur. Bon, il y a quelqu'un qui menace de mort un autre, on dialogue, etc. C'est-à-dire absolument la perte de conscience de la gravité des faits derrière une réponse uniforme. Mais là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire on a dialogué avec la famille qui accusait le professeur, on a dialogué avec le prédicateur islamiste qu'on a fait entrer dans l'établissement, on l'a confronté d'égal à égal avec le professeur, voilà, il n'y a pas de préjugés, hein. On ne savait pas où était la responsabilité, mais on fait dialoguer les gens en espérant que la situation va se résoudre d'elle-même. Donc on a là, à travers cet exemple dramatique, mais qui n'a pas fini de nous marquer, on a là l'idée que du côté de la pénétration de l'islamisme dans les établissements scolaires et dans l'école en général, dans l'institution scolaire, on a là réellement une urgence. Donc je vais développer cela en 2 points. Tout d'abord, quelques chiffres pour vous montrer la gravité de la situation et où l'on en est. Et ensuite, essayer de réfléchir sur que faire face à cette situation. Parmi toutes les études qui sont maintenant nombreuses depuis janvier 2015, où on a commencé à lancer des recherches sur cette question, où les médias s'en sont emparés et où on a maintenant des données objectives, statistiques, que l'on n'avait pas quand nous, l'inspection générale, avons fait notre fameux rapport de 2004 qui tirait la sonnette d'alarme déjà sur cette question. Et de ces chiffres, aujourd'hui, il y en a un qui est un peu connu, mais sur lequel je voudrais revenir pour le préciser, qui est le développement considérable et extrêmement préoccupant de l'autocensure préventive des enseignants. Lorsque, dans plusieurs enquêtes, on pose la question aux enseignants français, vous est-il déjà arrivé dans votre carrière de vous autocensurer par crainte, je dis bien par crainte, d'incidents avec certains élèves, ils sont aujourd'hui 1 sur 2 à répondre oui. Et 1 quart, oui, à répondre souvent ou de temps en temps, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Ce chiffre a fait un bond de 13 points entre avant l'assassinat de Samuel Paty et après. De plus, si nous regardons l'âge des répondants, on a chez les enseignants qui ont la plus longue carrière, c'est-à-dire de plus de 60 ans, 30% seulement de réponses positives, alors qu'ils ont la carrière la plus longue. Si on interroge les moins de 30 ans, ceux qui ont la carrière la plus courte, on a 68% de réponses positives. Donc il y a là un phénomène qui est encore plus préoccupant avec la crainte, la peur, la tétanisation un peu devant ces élèves, des jeunes enseignants qui ne sont sans doute pas suffisamment formés, bien qu'ils soient aujourd'hui très avertis
peut-être un peu trop, de ce qui les attend. Voilà un premier chiffre. En fait, si l'on observe d'une manière plus précise, et nous l'avions fait déjà dans la typologie du rapport de l'inspection générale de 2004, on a deux types d'atteintes à l'école, et pas seulement à la laïcité, comme on le dit un peu trop souvent, mais à la laïcité, à d'autres valeurs, la liberté, la dignité humaine, par exemple. Si je prends le développement de l'antisémitisme, ce n'est pas une atteinte à la laïcité, c'est une atteinte à la dignité humaine. Si je prends les violences faites aux filles, c'est une atteinte à leur liberté, etc. Donc il faut bien prendre conscience que ce qui est en cause est bien plus vaste que la liberté. J'y reviendrai. Cette double attaque contre les valeurs de la République prend deux formes, qu'on peut résumer par deux mots, obscurantisme, séparatisme. Et dans la dernière enquête de l'IFOP pour la LICRA, qui a interrogé un échantillon représentatif des lycéens français, on a effectivement on a deux grandes batteries de questions qui permettent de mesurer à la fois la pénétration obscurantiste et l'action séparatiste des islamistes et leur influence sur les élèves à l'école. Je prends l'obscurantisme. On a posé les lycéens, dans leurs réponses, font apparaître 10 disciplines qui sont particulièrement l'objet d'atteinte, de contestation ou de refus de la part des élèves ou de certains élèves. Arrive en tête l'éducation morale et civique, etc. Je ne vais pas les égrener, mais donner quelques chiffres. 33% des lycéens disent avoir observé, pendant leur scolarité, des incidents, des atteintes à l'enseignement moral et civique. Et à l'autre bout du spectre, parmi sans doute les moins perturbés, les cours d'éducation artistique et musicale, avec quand même un élève sur 5 qui dit avoir observé des contestations. Mais si je regarde les chiffres en éducation prioritaire, c'est-à-dire dans les établissements les plus sensibles, il n'y a pas d'atteinte à la laïcité, ou il n'y a pas de contestation qui soit observée par moins de 1 lycéen sur 2. Toutes ces disciplines, pour toutes ces disciplines, les lycéens répondent que pour plus d'un d'entre eux, qu'ils ont observé des contestations. Et si on demande en plus, comme l'a fait l'IFOP, de savoir parmi ceux qui ont observé ces contestations, la part de ceux qui sont d'accord, qui approuvent, qui trouvent légitimes ces contestations, on a le chiffre de 21% des lycéens et 53% aux zones d'éducation prioritaire. Et si on fait la ventilation par religion déclarée, on a le chiffre de 50% des lycéens musulmans qui approuvent ces contestations. Voilà pour ce que j'appellerais l'obscurantisme. Le séparatisme, maintenant, eh bien, là, cela concerne toute une série de règles de la vie scolaire où des contestations, ça concerne des contestations d'un certain nombre de règles de la vie scolaire qui visent à séparer physiquement les musulmans des non-musulmans. Arrive en tête, dans les 10 items qui ont été retenus après interrogation de ces lycéens, les demandes de menus conformes à une pratique religieuse. Ça ne vous étonnera pas. Mais on trouve aussi, donc avec un lycéen sur 2 qui en a observé. On trouve aussi les absences de jeunes filles et les cours de natation, au nom de convictions religieuses. On trouve aussi le refus d'entrer dans des lieux à caractère religieux. On trouve également refus de donner la main à quelqu'un du sexe opposé, et ceci dès l'école maternelle. On trouve aussi, plus étonnant, l'instauration de vestiaires ou de toilettes séparées entre musulmans et non-musulmans. On trouve également l'institution dans les toilettes de robinets réservés aux musulmans et d'autres réservés aux non-musulmans.
pour des proportions de réponses qui ne sont pas confidentielles, qui ne sont pas anecdotiques. Par exemple, pour le refus de donner la main à une personne du sexe opposé, on a là 20% de l'ensemble des lycéens, mais 50% ou presque en zone d'éducation prioritaire. Voilà. Au total, on a plus d'un lycéen sur 2 qui a observé des manifestations de séparatisme et 2 sur 3 en zone d'éducation prioritaire. Là encore, l'IFOP a demandé quelle est la proportion de ceux qui ont observé ces incidents qui les approuvent, qui les trouvent légitimes. Et bien, on est à 1/4 des lycéens. Et si on demande leur religion, c'est 40% des lycéens musulmans qui approuvent ces demandes de séparation. Voilà donc quelques chiffres qui nous montrent, merci, la gravité de ce phénomène de la pénétration d'une idéologie politique qui instrumentalise une religion dans notre école républicaine et voilà la faiblesse sans doute de la réponse. On a parlé de politique de l'autruche, entre la remise de notre rapport qui alertait sur cette question, avec à peu près tous les exemples que je vous donne qui étaient déjà présents de 2004, et l'exhumation d'un rapport qui avait été enterré par le ministre à qui nous l'avions remis, qui s'appelait et qui s'appelle toujours François Fillon, il y a eu les attentats de janvier 2015. C'est à l'issue des attentats de janvier 2015 que le Premier ministre de l'époque a exhumé ce rapport, l'a cité, et pour dire qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient dites et que rien ne semblait avoir changé depuis. Et si j'ai repris la plume en 2019 pour écrire un livre, c'est parce que je pense que, contrairement à ce que Manuel Valls disait, beaucoup de choses ont changé depuis, en particulier que cette pénétration a pris énormément d'ampleur, s'est répandue sur tout le territoire et ne concerne plus quelques établissements particuliers, et que nous ne sommes toujours pas plus armés pour le faire. Donc, quelques mots pour lancer les discussions sur comment agir, que faire face à cette situation. La première chose, c'est de se garder d'une illusion, c'est que face à ce phénomène de l'islamisme, cette idéologie qui touche d'abord les pays arabo-musulmans, et comment, la France, à elle seule, et par quelques petites mesures bien ciblées et à court terme, pourrait résoudre cette question. Voilà. C'est une illusion qui est maniée, vous le savez, par quelques illusionnistes, à l'occasion notamment de l'élection présidentielle, et dont il faut absolument se défaire. La France seule ne parviendra pas à une victoire contre cette idéologie parce que cette idéologie s'attaque d'abord aux pays arabo-musulmans. Si je prends le chiffre qui a été mis à jour par la Fondation de l'innovation politique l'an dernier, en 40 ans d'attentats islamistes dans le monde, 79-2019, il y a eu 167 000 morts, 91,2% de ces morts sont des musulmans. Voilà. Les musulmans sont, et de loin, les premières victimes de l'islamisme, bien entendu. Et si victoire il y a un jour contre cette idéologie, c'est d'abord dans les pays arabo-musulmans qu'elle sera remportée. Une idéologie, ça ne connaît pas les frontières. Et donc, il est illusoire de penser que sans victoire dans ces pays qui sont de première ligne, la France pourra se débarrasser de ce qu'elle connaît aujourd'hui. Et donc, il faut avoir des ambitions sans doute plus modestes, il faut sans doute travailler sur le plan géopolitique, nouer des alliances, et en particulier des alliances avec les sociétés civiles démocratiques des pays arabo-musulmans qui sont en première ligne. Et puis, l'école peut simplement contribuer. Comment l'école peut y contribuer ? Eh bien, nous donnions 3 pistes dans notre rapport de 2004, que je reprends exactement, parce que rien n'a changé, dans le rapport que j'ai remis au ministre il y a quelques mois,
puisqu'il m'avait demandé de faire un rapport sur la formation des personnels à la laïcité et aux valeurs de la République. Donc, 3 points. Former, développer la formation des enseignants. Aujourd'hui, 6% des enseignants disent avoir reçu une formation à la laïcité. Il y a beaucoup de confusion sur la définition de ce qu'est la laïcité, chez les élèves, bien entendu, mais aussi chez les enseignants. Et il est important de reprendre cela en main. Et vous le savez, Jean-Michel Blanquer, auquel j'ai fait ces propositions et qui les a retenues, a mis en place une formation très ambitieuse, former tous les personnels de l'éducation nationale en 4 ans, c'est-à-dire 1 million de personnes en 4 ans. Et pour ce faire, commencer par la formation de 1000 formateurs. Cette formation a déjà commencé. La deuxième chose, c'est développer la mixité sociale. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui, très précisément par des recherches, que contrairement aux idées propagées à l'extrême gauche, il n'y a nulle corrélation entre la misère sociale et le degré de radicalisation. Cette idée que c'est la misère sociale qui est le terreau de l'islamisme est une idée fausse. Et en particulier, je renvoie à la recherche de sociologues qui sont Anne Muxel et Olivier Galland dans la tentation radicale, qui ont, chiffre à l'appui, à partir d'un échantillon de 7000 jeunes, établi cette vérité. En revanche, il y a une corrélation entre l'autarcie culturelle des quartiers, l'homogénéité culturelle des quartiers, en particulier l'homogénéité religieuse, et la radicalisation. Ça, c'est un autre chercheur, Hugo Micheron, qui l'établit. Et donc, on imagine bien que l'école est impuissante devant cette autarcie culturelle. Si ces élèves n'ont jamais eu d'autre milieu qu'un milieu dans lequel les prédicateurs islamistes sont comme poissons dans l'eau, il y a peu de chances qu'elles puissent ramer à contre-courant. Donc, une des orientations politiques fortes, à mon avis, pour l'avenir, est de faire en sorte, alors dans la société, dans l'habitat sans doute, mais je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas en termes de mixité ethno-socio-religieuse des élèves dans les établissements scolaires, il faut vraiment travailler à cela. Et vous avez peut-être entendu parler, parce que plusieurs articles de presse y ont fait référence, c'est l'expérience de busing à Toulouse, avec ces 2 collèges du quartier du Mirail qui ont été détruits, pour permettre aux élèves, en transport en commun, d'aller dans d'autres collèges mixtes. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, de la lutte des femmes marocaines du quartier du Petit Bar à Montpellier, pour que leurs enfants n'aillent pas dans le collège du quartier. Et comme elles le disaient, qu'on ait sur les photos de classe aussi des petits blonds et des petits roux, ou rouquins, disait-il. Et cette question de la mixité sociale est une question évidemment extrêmement importante. Enfin, ça pourra paraître anecdotique, mais pour un vieux de la vieille de l'éducation nationale comme moi, ce ne l'est pas, il faut absolument se débarrasser et lutter contre l'idéologie dominante, la culture dominante plutôt, de l'éducation nationale, qui est celle du pas de vague. Voilà. Aujourd'hui, en grande partie, l'autocensure préventive des enseignants, parce qu'on a des réponses à d'autres questions qui le montrent, est due au fait que les enseignants ont peur de se confier à leur hiérarchie. Et que, d'ailleurs, à l'intérieur de la hiérarchie, les chefs d'établissement ont peur de se confier à la leur de la hiérarchie. Parce que, eh bien, non seulement ils pensent qu'ils ne recevront pas d'aide, mais qu'il sera un effet négatif sur leur évaluation. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de. Voilà. Et donc, il faut absolument concevoir, pour parler très concrètement, les fonctions de chef d'établissement et les fonctions d'inspecteur comme des fonctions d'aide aux enseignants qui sont en première ligne, et non pas de jugement normatif sur ce qu'ils font, ce qui est malheureusement souvent, et je termine par là, ce qui s'est passé lorsque l'inspecteur est venu voir Samuel Paty. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Aubin, pour ce rappel d'une réalité que nous avons tendance à pas tellement avoir envie de voir, comme l'autre d'ailleurs, et ce rappel de l'importance de dire le pas de vague est effectivement une catastrophe dans tous les domaines. Cette forme de négationnisme, entre guillemets, appliquée à de très nombreux domaines, aboutit évidemment à des catastrophes, comme du reste ne pas faire le jeu de... Je dis pas ça parce que si je le dis, ça va faire le jeu de mes ennemis. Mais à force d'avoir peur de faire le jeu des ennemis, eh ben, on fait rien du tout. Et à un moment donné du temps, on se réveille avec ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Voilà, je vais donc passer la parole à Chantal Cutajar sur la corruption. Nous aurons un petit message de notre ami Richard Malka, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, et nous ouvrirons le débat avec la salle. Chantal. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais analyser avec vous une question qui me paraît fondamentale et qui devra être dans le débat des élections présidentielles et législatives. Et cette question est la suivante. En quoi la lutte contre la corruption favoriserait-elle la préservation du pacte républicain ? En effet, il est courant d'entendre que la corruption est un phénomène vieux comme le monde. L'histoire humaine ne commence-t-elle pas par une histoire de corruption ? Au sens premier du terme, la corruption signifie altération, décomposition, pourriture. Et le pouvoir de destruction de la corruption a particulièrement été éclairé par Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Ainsi dit-il, la parole du menteur est par excellence un fait de corruption, de destruction, et il n'y a plus de relation possible entre les hommes, puisqu'on peut dire alternativement au fait, au vrai ou au faux, puisqu'on peut conclure, alternativement au vrai ou au faux. Or, la confiance, qui est le fondement de la vie en société, ne peut exister dans un monde déloyal. Aujourd'hui, la corruption est devenue une arme de destruction massive du pacte républicain et au-delà de la démocratie elle-même. Partout où la corruption prospère, il ne peut y avoir ni liberté, ni égalité, ni fraternité. Des liens se sont tissés entre des politiques corrompus et la criminalité organisée, y compris au cœur même de l'Europe. Les moyens financiers dont elle dispose permettent aux organisations criminelles d'influencer au moyen de la corruption les décisions économiques et sociales des États. In fine, mes chers amis, vous l'aurez compris, la corruption menace la République parce qu'elle menace l'État de droit et la démocratie, sans lesquelles elle n'est rien. Il n'y a plus d'état de droit ni de république lorsque la décision publique est achetée au lieu d'être arrêtée à l'aune du bien commun. Il n'y a plus d'état de droit ni de république lorsque la décision privée est achetée pour éviter, détourner, frauder l'application normale des règles de droit. Mais, me direz-vous, et vous auriez raison, a-t-on une mesure précise du phénomène parce que ce que vous décrivez n'est vrai que si la corruption est généralisée et répandue. Je dois concéder qu'il n'est pas aisé d'avoir du phénomène de la corruption une mesure précise, puisqu'il est souterrain par essence. Plusieurs organisations s'y sont essayées et nombre d'études nous permettent tout de même de nous rendre compte de l'ampleur de la corruption à travers le monde. Ainsi, la Banque mondiale et le Forum économique mondial, pour ces organisations, le montant annuel de la corruption s'élèverait à 3 600 milliards de dollars, soit 5% du PIB mondial. Le Parlement européen évalue à près de 1 000 milliards d'euros l'impact de la corruption à l'échelle européenne, soit 6,3% du PIB européen. Selon l'Eurobaromètre spécial publié en 2017 par la Commission européenne, 68% des Européens estiment que la corruption est répandue dans leur pays. Enfin, le baromètre européen de la perception de la corruption, qui a été réalisé et vient d'être publié par Transparency International, c'est un
un baromètre qui a été effectué entre octobre, enfin les enquêtes ont été effectuées entre octobre et décembre 2020 avec plus de 40 000 personnes interrogées dans 27 pays de l'Union européenne, révèlent qu'un tiers des personnes pensent que la corruption s'aggrave dans leur pays et pour plus d'un tiers qu'elle reste au même niveau. Que près de la moitié disent que leur gouvernement ne lutte pas efficacement contre la corruption. Que plus de la moitié des personnes interrogées pensent que leur gouvernement est dirigé par des intérêts privés. Et que dans près de la moitié des pays, les premiers ministres et les membres du Parlement sont considérés comme les plus corrompus. Et dans l'autre moitié, ce sont les dirigeants d'entreprises et les banquiers. Qu'enfin, 3 personnes sur 10 paient un pot de vin ou utilisent une connexion personnelle pour accéder aux services publics tels que les soins de santé ou l'éducation. Et cela représente 107 millions d'Européens. Enfin, l'appel d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, devrait finir de vous convaincre lorsqu'il analyse que la crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a ouvert la voie à de nouvelles pratiques de corruption. Voilà ce qu'il nous dit. Les pouvoirs publics ont dépensé leurs ressources à la hâte pour remettre les économies sur les rails, fournir une aide d'urgence et acheter des fournitures médicales. La surveillance se relâche aussi parfois. L'élaboration de vaccins et de traitements a également accru le risque de corruption et de profits abusifs. Tel est donc le constat de réalité. Alors comment en sommes-nous arrivés là, alors que la corruption fait l'objet d'une condamnation universelle, ce qui transparaît dans les différentes conventions adoptées à l'échelle européenne et internationale? Très rapidement, la Convention de l'OCDE depuis 1997 qui condamne la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. La Convention des Nations Unies contre la corruption en vigueur depuis 2005, qui est d'ailleurs le premier instrument global de lutte contre la corruption. Par les conventions civiles et pénales du Conseil de l'Europe adoptées en 1999, toutes ces conventions instituent des mécanismes pour prévenir, poursuivre et sanctionner par une peine d'amende et d'emprisonnement ceux qui violent les interdits. Elles autorisent la saisie et la confiscation des avoirs criminels, des biens mal acquis, organisent la coopération policière et judiciaire pour combattre le fléau. Alors pourquoi ces outils juridiques ne parviennent-ils pas à enrayer la progression de la corruption? Pourquoi ne parvient-on pas à venir à bout de ce fléau, ni même à le contenir, alors qu'il est la cause déterminante et fondamentale des révolutions des peuples qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, bien plus que la pauvreté, les disparités économiques, l'oppression politique et les persécutions religieuses? Alors je vais rapidement tenter d'y apporter une réponse. S'agissant tout d'abord de la répression, l'une des difficultés réside dans le fait que la corruption ne se constate pas, comme on pourrait par exemple constater un meurtre parce qu'il y a un cadavre, ou un vol parce que la chose appartenant à autrui a été soustraite. La corruption, elle, est un phénomène caché par nature, ce qui rend difficile sa mesure, sa détection et son traitement. Alors, pour la révéler, il faut des investigations sont nécessaires. Et ces investigations sont conduites la plupart du temps par des journalistes, certains au prix de leur vie, comme Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée, mais il y en a d'autres, le 16 octobre 2017. Soupçonné d'ingérence dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste, le Premier ministre Joseph Muscat a été contraint de démissionner le 1er janvier 2020. L'affaire, cependant, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les médias sont donc une source essentielle dans la détection des affaires de corruption pour les autorités répressives qui mènent des enquêtes lorsque les allégations paraissent dans la presse. L'enquête sur les Panama Papers, qui a été récompensée par le prix Pulitzer en avril 2017, est le fruit de 5 années de travail sous l'impulsion du consortium international des journalistes d'investigation.
L'enquête de ce consortium sur les Paradise Papers a donné lieu à des reportages partout dans le monde au sujet de l'utilisation de centres financiers offshore par plus de 100 entreprises multinationales afin de dissimuler certaines transactions. Les Pandora Papers, les derniers, impliquent plusieurs milliers de personnalités politiques, religieuses, personnages publics et monarques, dont 300 responsables publics, 35 chefs d'État, dont certains avaient juré de combattre la corruption. Alors il convient également de souligner le rôle important des ONG de lutte contre la corruption, telles que Transparency International, Sherpa ou Anticor. L'action déterminée des deux premières a abouti à la condamnation définitive 14 ans après la procédure, depuis le début de la procédure, du vice-président de Guinée équatoriale pour blanchiment de détournement de fonds publics et la confiscation de l'ensemble de ses biens situés en France pour une valeur estimée de 150 millions d'euros dans la fameuse affaire des biens mal acquis. Mais pour pouvoir investiguer, il faut des indices, et ces indices sont livrés par des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ces femmes et ces hommes qui signalent les informations sur un acte répréhensible dans un contexte professionnel, doivent être protégés parce qu'ils contribuent à prévenir des dommages et à détecter des menaces ou des préjudices pour l'intérêt public qui, sans eux, resterait caché. Une démocratie se mesure aussi à l'aune de la protection de ces lanceurs d'alerte. La France s'apprête in extremis, encore une fois, à transposer la directive européenne du 23 octobre 2019 avec une proposition de loi qui vise à améliorer donc la protection des lanceurs d'alerte. Elle vient d'être adoptée à l'unanimité le 17 novembre. La France avait jusqu'au 31 décembre pour transposer. Mais comme toujours, le diable est dans les détails. Et le texte exclut en effet du champ de la protection des faits et informations couverts, notamment il exclut du champ couvert par la protection le domaine du secret de la défense nationale ainsi que du secret médical. Dans la période que nous vivons d'état d'urgence sanitaire géré au sein d'un conseil de défense présidentiel, on peut craindre que ce double frein ne limite fortement l'exercice du droit d'alerte. Mais, et c'est une importante avancée, désormais le lanceur d'alerte aura le droit de saisir directement l'autorité judiciaire, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il fallait qu'il dénonce les faits auprès de son employeur, ce qui, vous en conviendrez, dans certains cas, pouvait se révéler totalement suicidaire. Alors, protéger les lanceurs d'alerte est un impératif catégorique parce que, je le répète, une démocratie se mesure aussi à l'aune de la protection de ces lanceurs d'alerte, mais elle est nécessaire également pour des raisons économiques. En effet, la Commission européenne a révélé en 2017 que les pertes liées à l'absence de protection des lanceurs d'alerte coûtent à l'Union européenne entre 5,8 et 9,6 milliards d'euros. Le second obstacle auquel sont confrontés les enquêteurs et qui rend vaine aussi toute prévention, eh bien, ce sont les sociétés écrans. Elles sont au cœur des montages de corruption, mais également au cœur des montages de blanchiment et de fraude fiscale. Et la corruption se répand et s'étend parce qu'elle prend naissance et se propage au sein même de la sphère financière grâce à cette technique juridique qui permet de l'occulter pour qu'elle ne puisse pas être décelée à l'extérieur. Alors, la nocivité des sociétés écrans a été mise en évidence à l'occasion des nombreux scandales dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle est identifiée de longue date, et je le date de 1990, au moment de la création du GAFI. Ces sociétés, elles sont appelées pudiquement des sociétés offshore, ce qui signifie au large des côtes, parce que la législation des États qui les autorise les réserve à l'usage exclusif des personnes physiques ou morales étrangères. Comment ça fonctionne? Ces sociétés préservent l'anonymat des bénéficiaires réels, qui n'apparaissent jamais dans les registres, ni comme directeurs, ni comme gérants, ni comme actionnaires, et ces entités permettent de contourner toutes les règles de droit. Ce sont des masques légaux qui permettent la corruption.
Pour vous dire comment ça fonctionne rapidement, les flux financiers entre la société corruptrice et les édiles corrompus transitent à travers ces sociétés, occultant les abus de biens sociaux, les détournements réalisés pour payer le prix de la corruption. Et ensuite, elles permettent le transfert illicite de l'argent vers le corrompu qui, à son tour, les utilisera pour le blanchir en investissant dans des biens immobiliers situés évidemment en dehors de son pays, là où ils seront à l'abri des confiscations. Le problème, il est que ces techniques criminogènes, comme je viens de le démontrer, poussent au crime, si vous préférez, eh bien ces techniques sont légales. Elles sont légales au cœur même de l'Europe. En Roumanie, à Gibraltar, en Lituanie, en Pologne, à Chypre, au Luxembourg, à Malte, en République tchèque, en Irlande, aux Pays-Bas, en Lettonie et bien sûr au Royaume-Uni avant le Brexit. Mais elles le sont toujours aujourd'hui, depuis qu'ils sont partis, évidemment. Les sociétés écrans sont évidemment un obstacle aussi à la prévention. À quoi sert-il d'imposer à des acteurs économiques une obligation d'identifier les bénéficiaires réels si dans le même temps on laisse la possibilité d'utiliser des sociétés écrans qui n'existent que pour faire échec à cette identification? Alors il est clair que si vraiment on veut agir sur la corruption, mais c'est vrai aussi de la fraude fiscale grave, des trafics illicites, du financement du terrorisme, il faut interroger le principe même de la légalité de ces entités. En réalité, ces entités participent à la déconstruction de l'état de droit lui-même en fournissant le moyen de contourner les obligations de faire ou de ne pas faire que les États et que la communauté internationale érigent, comme je l'ai démontré, en normes obligatoires dans le but d'assurer le bien commun. Eh bien, si nous laissons libre, si nous laissons les techniques juridiques en libre accès, déconstruire les fondements de l'état de droit, il est certain que la démocratie s'écroulera. Et Aristote avait raison de s'interroger dans la politique en disant « Quel plus terrible fléau que l'injustice qui a les armes à la main. » Or, pour les neutraliser, il suffirait de consacrer, comme c'est le cas dans la plupart des pays, de consacrer le principe de la transparence des personnes morales comme un principe de droit européen, principe qui devra demain s'imposer au monde. Mais pour cela, il faut faire preuve d'une volonté politique à toute épreuve. Et c'est bien là que le bât blesse. Et j'en donnerai 2 exemples. Les médias ont révélé l'existence d'un document rédigé par la DACG, c'est la Direction des Affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, établi à partir des conclusions de l'OCDE, des conclusions provisoires, donc elles ne seront publiques qu'au mois de décembre. L'OCDE est en train d'évaluer la politique française de lutte contre la corruption. Et ce document relate les préoccupations de l'OCDE concernant les conséquences sur la lutte anticorruption du projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire qui a été adopté le 16 novembre. L'organisation reprocherait ainsi, mais ce n'est pas nouveau, l'absence d'indépendance statutaire des procureurs, le manque de moyens chroniques des services enquêteurs et les obstacles aux investigations par le secret défense ou le secret des affaires. Et le second exemple, qui est très récent, il faut en parler, démontre l'absence de volonté politique de réellement lutter contre la corruption. Et il apparaît dans la proposition de loi du député Raphaël Gauvain visant à renforcer la lutte contre la corruption qui a été déposée le 19 octobre 2020. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? La proposition transfère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les fonctions de conseil et de contrôle des acteurs publics qui sont actuellement remplis par l'AFA, qui est l'Agence française anticorruption. Cette disposition vise clairement à affaiblir l'AFA, alors que l'OCDE, dans le pré-rapport dont je parlais tout à l'heure, estime que l'AFA a permis à la France de regagner en crédibilité et en visibilité dans la lutte contre la corruption transnationale. Et l'OCDE va même jusqu'à recommander à la France de préserver le rôle de l'AFA. Alors on peut quand même s'interroger sur la finalité réelle recherchée par cette proposition qui va totalement à contre-courant de l'efficacité de la lutte contre la corruption alors que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Mes chers amis, la volonté de lutter contre la corruption doit transparaître dans le
projet qui sera porté par le candidat Corinne que nous soutiendrons. Cette volonté devra se traduire par une politique globale qui devra aborder les trois volets qui sont la prévention, la répression, l'aide aux victimes et aux lanceurs d'alerte. Et c'est une volonté politique, une politique transversale qui devra être portée dans un cadre interministériel, être rattachée au Premier ministre et mise en œuvre par un comité de directeurs composé de l'ensemble des directions des ministères concernés. Alors, et puis, là, c'est pour faire suite, et j'ai tout de suite terminé, le volet de la prévention. Une attention toute particulière devrait être faite à destination des écoliers, des collégiens, des lycéens et des étudiants, quelle que soit la discipline qu'ils embrassent. Nous avons en effet formaté des générations entières de collégiens et de lycéens à l'idée que l'économie était la science de l'intérêt et que les agents économiques se déterminaient uniquement au regard de cet intérêt. Eh bien, il faut totalement inverser cette échelle de valeur, non seulement au regard de la finalité de l'économie, qui doit être dirigée vers la satisfaction du bien commun, mais également en enseignant le droit. Non pas un droit appréhendé comme un ensemble normatif composé de règles techniques déconnectées de toute finalité, mais bien comme le moyen de réaliser la justice en faisant respecter les interdits et les obligations qu'il édicte pour permettre la vie en société. Prévenir la corruption, initier au conflit d'intérêts dès l'école primaire, c'est non seulement possible, mais c'est indispensable pour devenir des citoyens libres, préoccupés du sort des plus fragiles d'entre nous, prémunis contre les effets délétères du lobbying lorsqu'ils cherchent à influencer les politiques publiques au sein d'une république qui a retrouvé le sens des valeurs et les principes qui l'ont fait naître: liberté, égalité, fraternité. Merci. Merci Chantal. Pour ce rappel, avec quelques éléments d'actualité non négligeables sur ces combats qui sont des combats permanents, comme ceux qui sont menés contre le pôle financier d'ailleurs. Et je dirais même au-delà, mais ce n'est pas dans le débat d'aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas parler de tout, au-delà, sur la remise en cause même de la place de la justice dans la société. Parce que finalement, c'est le dernier verrou qui gêne, quelque part. Bon, avant d'ouvrir la parole à la salle, est-ce qu'on peut avoir le message de Richard? Alors, merci tout d'abord à vous et à Corinne Lepage de cette invitation à votre congrès, que je vous souhaite excellent. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Mon seul et unique message, la seule conviction que je voudrais partager avec vous, étant la certitude qu'il doit impérativement exister un mouvement écologiste s'inscrivant dans la philosophie des Lumières, c'est-à-dire dans la rationalité, ainsi que dans une vision universaliste et laïque de la société. Et pour aller directement au cœur de ce sujet, je ne vois pas pourquoi l'écologie serait forcément adossée à une idéologie anglo-saxonne que l'on appelle wokisme, qui est le produit assez monstrueux d'une histoire qui n'est pas la nôtre et qui a des relents de révolution culturelle de plus en plus inquiétants et de plus en plus agressifs. Je ne vois pas ainsi en quoi le fait de considérer que le voile islamique serait un embellissement de la femme serait une position écologiste. Je ne vois pas quel rapport peut bien avoir la préservation de la biodiversité avec la déconstruction masculine, ni en quoi le fait d'interdire des réunions aux blancs ou aux hommes va arranger nos affaires en matière de réchauffement climatique et va limiter notre empreinte carbone. L'écologie n'est pas condamnée à être associée à ce type d'idéologie très bruyante, mais très minoritaire, et il est essentiel de le faire savoir. Il faut le dire le plus fort possible parce que c'est un piège mortel, à mon sens, pour vos combats, pour nos combats, que d'être associés à des idées qui finiront un jour ou l'autre par être totalement discréditées et qui sont des repoussoirs pour l'immense majorité de nos concitoyens qui ne les comprennent même pas. Mais il faut dire que parfois, les porte-paroles de ces idées sont assez difficiles à suivre. On ne peut pas accepter que les combats aussi importants que les vôtres soient pris en otage et en réalité trahis par des prises de position obscurantistes qui n'ont strictement rien à voir avec la préservation de notre planète.
Or, il faut malheureusement constater qu'il y a une porosité dans de nombreux pays, mais pas tous, entre des mouvements écologistes et les pires de ces idéologies. S'agissant de la France, je crois que je n'ai pas besoin de vous dire vers qui mon regard inquiet et parfois halluciné se tourne. Ce qui importe, c'est qu'une autre voix s'exprime, c'est qu'une autre proposition écologiste existe, c'est que l'on sache qu'il existe une alternative, une sorte d'écologie des Lumières. C'est tout un programme qui a un espace politique, je le crois, important. C'est un programme d'avenir, c'est un espoir. J'espère et je suis sûr que vous le porterez haut et fort. Merci à tous et bon congrès. Merci à Richard Malka. Et l'heure est maintenant aux questions de la salle sur cette première table ronde. Est-ce qu'on peut poser des questions, nous ? Ah ben oui, on peut poser des questions, moi, nous. Question, Alors vas-y, commence. J'avais une question à vous poser. J'ai été extrêmement impressionné par votre propos sur la peur des enseignants par rapport aux élèves, si vous voulez. Il se trouve que moi j'ai enseigné pendant 4 ans en Algérie, au moment de la montée de l'islam, au début des années 80. Et j'ai été frappé par le fait que j'ai jamais eu le moindre problème. Mais j'ai eu régulièrement et de façon croissante entre 1980 et 1984 des tentatives de la part de ce qu'on appelait les barbus de changer le rapport de force avec des sollicitations du type monsieur, c'est le muezzin qui appelle à la prière, il faut arrêter le cours pour faire la prière, avec des choses, multiples sollicitations comme ça. Et j'ai eu le sentiment que l'une des conditions pour ne pas rentrer dans ce dialogue, c'est de connaître un minimum la société dans laquelle sur laquelle on intervient, de connaître un minimum ce qu'est l'islam. Et moi je trouve que il est incroyable combien la méconnaissance du corps enseignant de ce qu'est l'islam, de ce que sont les religions, à mon avis, est un moteur de ce renoncement. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que pensez-vous que parmi les leviers qu'il faut mettre en place dans la formation des enseignants, qui évidemment est la réponse indispensable, est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet à construire sur la connaissance de ce qu'est l'islam ? Oui, ben moi aussi j'ai enseigné quelques années en Algérie avant de commencer à enseigner en France. Et j'ai une expérience un petit peu différente puisque j'étais pas dans les mêmes années. Moi j'étais entre 66 et 69. Et donc j'avais des collégiens, des lycéens. C'était des classes non mixtes. J'avais une classe de 60 garçons, une classe de 50 filles, vous voyez. Et c'était mixte à partir de la seconde. Et je n'ai jamais eu de problème, et y compris, j'enseignais les mathématiques, et à l'époque, dans les programmes français qu'on enseignait en Algérie, c'était juste après l'indépendance, donc, on avait l'astronomie. Et donc j'avais un collègue palestinien qui enseignait la religion, et qui, lui, enseignait que la Terre était le centre de l'univers et que tout gravitait autour. Voilà. Mais ça n'a jamais posé le moindre problème aux élèves. Ils savaient faire la part entre ce que disait la religion et ce que disait la science. Ça allait de soi. Voilà. Et c'est à partir, en France, des années 90, l'arrivée des prédicateurs algériens issus de la guerre civile que les habitants des quartiers appelaient les blédards, qu'on a vu arriver cette contestation au nom de la religion, de la science. Alors qui s'illustre parfaitement par une réponse qu'ont reçue des chercheurs du CNRS lorsqu'ils ont interrogé 11 000 collégiens, à savoir, d'après toi, les créatures vivantes, et on donnait l'exemple, le chat, le chien, le cheval, etc., sont le résultat d'une évolution ou sont
ont été créées telles quelles par Dieu. Voilà. Et on a donc 6% des collégiens musulmans, se déclarant tels, en tout cas aux chercheurs, qui déclarent que ces créatures sont le résultat d'une évolution. 6%. 6% qui pensent que le professeur dit la vérité. Vous voyez, on mesure sur des réponses comme ça la pénétration de ces prédicateurs, de cette idéologie chez les plus jeunes de nos élèves. Question là. Bonjour. Je me pose la question suivante. Est-ce que je vous interpelle de suite sur la laïcité et est-elle compatible avec la religion? Donc je me pose la question, faut-il le faire avant que je ne puisse développer un petit peu ce que j'ai à dire, ou après vous répondrez à ma question? Que choisissez-vous, s'il vous plaît, pour moi, et je répondrai aux deux. Si vous me laissez le choix des armes, je répondrai à votre question, parce que la réponse est simple, oui. Merci. La question est, est-ce que le monde que nous vivons, est-ce que je suis croyant musulman? Je le dis à tout le monde. Et je suis foncièrement laïque. Je dis bien foncièrement. Est-ce que la déformation qui existe entre islamisme et l'islam, est-ce que ceci n'est pas développé, n'est pas alimenté, n'est pas et pour qui et contre qui? Alors, si je me réfère à ce que j'ai vu dans la vie, j'ai la possibilité de comprendre ce qu'est une religion. Et j'ai dit tout à l'heure la laïcité, mais ma religion, je ne suis venu à la religion que très très tard. Et la mienne on doit la découvrir pour en parler aussi bien ou pour en parler aussi mal que ça. Je suis désolé de vous dire que pour un musulman, il n'est pas question d'avoir un ennemi sur terre, qui que ce soit. Si Moïse, je suis désolé d'intervenir comme ça, si Moïse, quand Jésus est venu, que nous reconnaissons tous comme des gens très importants, Jésus a confirmé la Torah. Ce sont des vécus, ce sont des personnes qui ont vécu près d'eux, qui disent Jésus a confirmé toutes les qualités. Monsieur, je peux vous demander simplement d'être un peu plus concis et de poser votre question. Oui, parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard et il faut qu'on tienne la salle. Il faut que j'aille vite. Donc, de toute façon, pour moi, musulman, il n'est pas question d'avoir un ennemi, qui que ce soit. Et je ne suis pas quelqu'un qui ne comprend pas ce que tout le monde considère comme une faille chez les musulmans. Et cette faille-là, elle n'existe pas chez les vrais musulmans, elle existe chez des personnes qui déforment la religion, c'est des personnes qui ont déformé tout ça. Donc ma question est suivante. Est-ce que la laïcité est compatible avec les religions
ou pas, monsieur? Il vous a répondu déjà, il a dit oui. Hein. Préciser très rapidement mon oui par essence, par nature. La laïcité, c'est l'égalité de tous, des croyants comme des non-croyants. Et lorsque l'article 1er de la loi de 1905 dit « La République garantit la liberté de conscience », c'est la liberté de conscience de ceux qui ne croient pas et de ceux qui croient, quelle que soit leur croyance. Et donc c'est un alinéa, le premier alinéa du premier article, on ne peut pas plus clair. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ceux qui sont croyants ont le droit, il est garanti, de pratiquer leur culte. Et cette liberté des citoyens est établie par la garantie de la liberté de conscience. Vous le savez, il y a eu une charte des principes de l'islam de France qui a été présentée à la signature de l'ensemble des associations musulmanes. Et si la plupart ont signé, il y a 3 associations qui n'ont pas signé, qui ont refusé de signer cette charte proposée par le président de la République. Pourquoi ? Bien, je pense que l'analyse qu'on peut en faire, elle est assez simple. Il y a vraiment un point sur lequel ça bute, c'est le point de l'apostasie, c'est-à-dire de la reconnaissance de la liberté de conscience, précisément, par certains. Et donc voilà la ligne de fracture, voilà la ligne de partage. La laïcité n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est ceux qui n'acceptent pas la laïcité, c'est-à-dire la liberté d'avoir une religion, de ne pas en avoir et d'en changer. Je suis désolé, monsieur, Merci. mais... Donc le monde musulman n'est pas aussi attaqué que ça sur ce qu'il a... Non, monsieur, je suis désolé, mais franchement, il faut qu'on passe à la suite du débat. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben écoutez, voilà, on a, je crois, abordé quelques-uns des défis. La difficulté étant qu'il faut y répondre simultanément à tous ces sujets. Et donc, on va passer maintenant à la deuxième table ronde, celle de ceux qui vont accepter d'esquisser des solutions. Voilà, merci beaucoup en tout cas à nos participants de la première table ronde.